Good afternoon, everyone. You're welcome to the 12 p.m. Bilingual newscast on Equinox Television. The first part is in French with Ursula Mbeth Bisay. Good afternoon. Bon après-midi à vous, Innocène Azé. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous. Bienvenue aux 12 heures. Au lendemain de la réaction du ministre de la Défense sur le massacre de Ngarbou dans le département du Dongamantung, région du nord-ouest Cameroun, le REDAC exprime son insatisfaction sur certains qualificatifs de ce drame contenus dans le communiqué du ministre de la Défense. Le REDAC exige de ce fait la création d'une commission mixte et indépendante pour faire la lumière sur cette affaire. François Dikoumé, Sylvestre Hippolyte Zangao. Avec à ses côtés Maître Alice Kom et Philippe Nanga, Maximilien Gombe, directeur exécutif du REDAC, du mine grave, s'indigne du sort réservé aux personnes tuées en Ngarbou, dans le Dongamantung, région du nord-ouest. Insatisfait de la réaction du ministre de la Défense sur cette affaire, Maximilien Gombe affirme que le REDAC exige une commission d'enquête indépendante et indique la composition de cette commission pour garantir la transparence. Une commission mixte, indépendante et impartiale, société civile, Commission nationale des droits de l'homme, des libertés, et Centre des Nations Unies, Union africaine, pour une enquête indépendante sous l'accompagnement des médiateurs régionaux et internationaux. Voilà ce que nous exigeons, parce que nous avons fait confiance aux enquêtes qui ont été faites pour les femmes et les bébés tués à l'extrême nord. Nous étions satisfaits de la justice qui menait à bien son travail. Jusqu'au coup de tonnerre de décembre, où c'est une façon de nous débouter. On a dit que le procès va se tenir à huis clos. Au vu de ces expériences-là, nous ne pouvons plus nous contenter de l'enquête du gouvernement. Au-delà de cette commission indépendante, le REDAC interpelle le président de la République sur la nécessité de trouver des solutions pour mettre un terme à la guerre dans les régions anglophones. Nous interpellons le président Paul Biya directement que l'unique voie du succès aujourd'hui est de faire preuve de leadership en déclarant solennellement un cessez-le-feu dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. Le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale affirme qu'au cas où tout ceci n'est pas pris en compte, il n'hésitera pas à se retourner vers d'autres voies pour la mise sur pied effective d'une commission indépendante chargée d'apporter la lumière sur le massacre de Ngarbou. Et 5 jours après le drame de Ngarbou, le gouvernement camerounais réagit via le ministre de la Communication. René Emmanuel Sadi, au cours d'un point de presse, affirme que les forces de défense et de sécurité viennent une fois de plus de faire l'objet d'affabulations et allégations mensongères. Pour lui, il n'y a pas eu 22 villageois, dont 14 enfants tués par les forces camerounaises de défense. Selon le ministre de la Communication, les forces de défense et de sécurité se sont déployées à Ngarbou en opération de reconnaissance le samedi 15 février. Au cours des accrochages avec les groupes armés séparatistes, un incendie s'est déclaré dans un refuge fortifié qui contenait des explosifs et produits inflammables stockés par les rebelles armés. René Emmanuel Sadi précise que le bilan de cet incident après recoupement fait état de 5 morts, donc une femme et 4 enfants. Et pendant que le gouvernement camerounais parle de 5 morts dans le massacre de Ngarbou, le porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme évoque 23, dont 15 enfants et 2 femmes enceintes. Au cours d'un point de presse donné à Genève, Rupert Colvin affirme, je cite, que cette attaque est un épisode choquant dans la crise actuelle qui touche les régions du nord-ouest et sud-ouest depuis 3 ans. Le HCDH a pris note de l'annonce faite par le gouvernement camerounais de l'ouverture d'une enquête sur ces meurtres. Il demande à cet effet instamment aux autorités de veiller à ce que l'enquête soit indépendante, partielle et complète et à ce que les auteurs de tels actes soient tenus pleinement responsables.
Et l'atrocité et barbarie des exactions commises dans les régions anglophones n'ont pas laissé indifférente l'Église catholique. 16 évêques du monde déploient le massacre de 22 personnes sur le théâtre des affrontements armés dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. Ils exhortent de ce fait le chef de l'État Paul Biya à emprunter la voie du dialogue via la médiation suisse. L'économie de cette sortie dans ce reportage de Farel Bounia et Donald Brice Kamgan. La lettre adressée au chef de l'État camerounais par les évêques du monde pose le diagnostic des tensions meurtrières qui durent depuis 3 ans dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le conflit a déjà causé le décès de plus de 2000 personnes, rappellent les prélats, comptant 656 000 civils à quitter leur domicile. Sur le plan éducatif, 800 000 enfants ont abandonné leur scolarité, parmi eux 400 000 issus des écoles confessionnelles catholiques, indiquent les évêques. Ce bilan détaillé, ils expliquent que leur démarche est mue par la volonté de voir s'achever les souffrances qu'endurent les populations du nord-ouest et du sud-ouest et par leur vœu de stabilité et de prospérité pour le Cameroun. Vœu qui les amène à lancer un appel à Paul Biya qui les invite à s'ouvrir à la médiation suisse. À travers ce mécanisme proposé par la Confédération helvétique, les protagonistes de la crise anglophone, à savoir les populations, les groupes armés séparatistes et le gouvernement, doivent s'asseoir et discuter des moyens de mettre fin au conflit, proposent les évêques. L'initiative suisse est la meilleure offre permettant de trouver une solution politique à la crise anglophone, soutiennent les prélats de l'Église catholique qui tiennent à affirmer leur impartialité. Une victoire militaire n'est pas possible dans la crise anglophone, quel que soit le camp que l'on prend en compte, analysent les 16 évêques et cardinaux qui s'adressent à Paul Biya. Le chef de l'État camerounais, qu'il remercie d'avoir initié le dialogue national, mais constate que la rencontre n'a pas permis de faire cesser les violences sur le terrain. Parmi les 16 signataires de la correspondance dont ampliation a été faite au pape François, on peut citer Terence Drinet, l'évêque de Middlesbrough en Angleterre, Noël Simard de Valleyfield au Canada ou encore Charles Amawa de l'État de Tabara au Nigeria. En rappel, en juin 2019, la Suisse s'est dite partante pour l'organisation d'une médiation dans la crise anglophone avant de se rétracter quelques mois plus tard face aux réserves des parties impliquées dans la crise. Législative 2020, à peine le recensement général des votes a-t-il commencé que les premières critiques fusent sur la méthodologie du travail. Des partis politiques de l'opposition s'insurgent contre le décompte général de votes et le redressement des erreurs matérielles telles qu'effectuées au sein de la Commission nationale de recensement général des votes. On voit tout cela dans ce reportage de Emmanuel Job et Guizogo. Au sein de la commission de recensement général des votes pour les législatives 2020, au deuxième jour des travaux, la méthodologie usitée ne rencontre pas l'assentiment de tous, notamment de l'Union des mouvements socialistes UMS. Avant 2012, on travaillait à la commission nationale avec des procès-verbaux de la commission locale de vote. Mais aujourd'hui, on se contente de la centralisation communiquée par la commission départementale de supervision. C'est-à-dire si on vous centralise n'importe quoi là-bas, ici, on vous dit ça et puis on se contente de ça. En passe de remporter les 3 sièges de députés dans le Ronkam, à l'ouest du Cameroun, ce parti souligne l'affaiblissement de la commission de recensement général des votes au profit des commissions départementales. Celui qui est au niveau du département, qui travaille en amont, a beaucoup plus d'autorité que la commission nationale. Puisque s'il dit que là-bas, que vous êtes élu, et vous allez vraiment plutôt au contentieux. Dorénavant, il faudra défendre le résultat à partir du département. Selon toujours l'UMS, cette situation conforte finalement les fraudes qui ont eu lieu et qu'il a limité tout en réclamant l'annulation partielle de ce scrutin dans certains bureaux de vote, comme l'indique son recours devant le Conseil constitutionnel. La commission départementale de supervision n'a pas fait ses travaux de décompte des voix. Nous avions rendez-vous le matin pour parachever nos travaux. Je dirais même pour commencer les vrais travaux. Et dans la nuit, le président s'est évanoui avec les documents qui pouvaient être en sa possession. Je découvre ce procès verbal ici, signé de 3 personnes sur une dizaine de personnes. C'est très grave. S'agissant des travaux de la commission de recensement général des votes dans leur ensemble,
L'examen des votes est achevé dans les 10 régions et le rapport des travaux à adresser au Conseil constitutionnel devrait suivre très rapidement. Selon le code électoral, le Conseil constitutionnel dispose de 20 jours après le scrutin pour rendre les résultats des législatives. Alors que les sessions de plein droit consacrées exclusivement à l'élection des maires et de leurs adjoints se tenaient dans les différents hôtels de ville hier mardi, l'Union démocratique du Cameroun a profité de cette occasion pour dénoncer les irrégularités ayant entaché le double scrutin du 9 février dernier. Je vous propose à présent de suivre la réaction du porte-parole de cette formation politique, Patricia Ndamjoya Tomaino. Des fraudes massives caractérisées par l'achat des consciences, les intimidations, les menaces, les agressions par certaines autorités traditionnelles, administratives. L'Union démocratique du Cameroun condamne l'impuissance, voire la complicité des l'EPAM et des forces de maintien de l'ordre face à toutes ces pratiques. Déplore l'absence de mesures sécuritaires appropriées pour un scrutin organisé dans un contexte à risque élevé. Regrette les pertes en vies humaines enregistrées à la suite des violences dans la localité de Kupa-Matapit entre les populations locales et les gangs organisés venus d'ailleurs pour perpétrer les actes de fraude électorale. L'Union démocratique du Cameroun relaie le refus de la population du Noun à ne voir installer leurs élus par le préfet actuel, M. Boyomo Donatien, conséquemment à ces nombreux abus et manquements qui ont contribué aux violences mortelles enregistrées le jour du scrutin, dont la plupart ont fait l'objet de rapports à la haute attention du président de la République. Parlons éducation à présent. Il y a un afflux de manuels scolaires proposés par les programmes scolaires destinés à l'éducation de base. La commission d'agrément du manuel scolaire a été appelée à l'objectivité dans la sélection des livres pour l'année scolaire 2020-2021. Cette feuille de route peut-elle être respectée au regard des dysfonctionnements et défaillances ayant émaillé ce processus par le passé? Élément de réponse dans ce reportage de Élisée Bogba et Gizogo. Quel livre pour la maternelle, la CIL et le cours préparatoire dans le sous-système francophone et de la maternelle à la classe 2 dans le sous-système anglophone l'année scolaire prochaine? La 17e session de la Commission nationale du manuel scolaire et des manuels didactiques planche sur cette question à Yaoundé. Il s'agit pour les 6 prochaines années de sélectionner les livres de la maternelle à la classe de cours préparatoire et de la maternelle à la classe 2. Nous devons sélectionner ces livres et nous comptons sur les experts ici présents qui ont été choisis à cause de leurs compétences et de leur connaissance du milieu. Dans la course pour faire partie des 26 manuels à retenir, nombre d'éditeurs ont postulé. Nous avons reçu 439 offres différentes de manuels de 44 éditeurs, dont 38 sont camerounais, avec 6 situations de coédition. Tous ces éditeurs ont souscrit et satisfait à l'obligation de payer 50 000 francs pour l'achat des offres. Cela fait donc qu'ils ont en tout payé au Trésor public camerounais 21 950 000 francs. Mais la sélection sera bien rude pour retenir les meilleurs des 216 manuels scolaires soumis à la décision de la commission. Le niveau du contenu du manuel, il est noté sur 50 points. Et il faut avoir une note supérieure à 35. C'est la note sur le contenu qui détermine la prise en compte des autres notes. Est-ce que le livre est robuste? Les livres seront sélectionnés pour 6 ans. C'est un livre qui doit être cousu. Et pour les enfants de la maternelle, c'est un livre qui doit être sur un papier glacé et qui doit être en 4 couleurs pour qu'il soit attractif. Le dernier aspect, ce sera le prix des manuels. Pour le gouvernement, le pari est fait que cette sélection se fera de manière objective. Les éditeurs qui seront choisis le seront parce qu'ils ont les capacités de nous fournir les livres
de qualité et au contenu irréprochable. Notre souhait aussi que les Camerounais rentrent dans le marché de l'édition, pourvu que ces Camerounais-là aient la compétence de produire de manière permanente ces livres sans qu'il y ait des ruptures. Le choix de ces manuels scolaires repose entre les mains d'une trentaine d'examinateurs qui ont d'abord été plongés dans le contexte de la philosophie du manuel scolaire au Cameroun. Les années antérieures, des vives polémiques ont toujours émaillé la sélection des manuels scolaires au Cameroun. À présent, un public reportage, les femmes à l'école de l'entrepreneuriat. C'est à la faveur d'un forum de 2 jours organisé par le Conseil interprofessionnel du cacao et du café et dont l'objectif était de donner des outils pouvant permettre aux jeunes femmes du programme New Generation de diversifier leurs sources de revenus au-delà du cacao et du café. Reportage. Elles sont venues des coins et recoins des principaux bassins de production du cacao et du café. Des femmes déterminées à percer dans ces 2 filières et qui ne demandent qu'à bénéficier d'un accompagnement adéquat. Ça a été une bonne intuition pour moi parce que j'ai eu à apprendre beaucoup. La première des choses, la diversification, la vie dans la coopérative, créer des contacts par exemple avec les Diagri qui nous a apporté beaucoup de soutien moral, financièrement et beaucoup de courage. L'entrepreneuriat féminin, au-delà de la culture du cacao et du café. Tel est le thème qui a nourri cette première édition de la New Generation Ladies Forum. Un grand moment d'échange et de partage d'expériences autour des difficultés, mais aussi des astuces pouvant aider les femmes du programme New Generation à réussir leur insertion à travers la création des revenus additionnels. Le premier intérêt, c'est l'inclusion. Le programme New Generation inclut déjà au niveau de l'attribution des parcelles et autres. Mais maintenant, l'inclusion doit aussi être beaucoup plus vers le sens de l'autonomisation, notamment en termes d'entrepreneuriat agricole. Le deuxième intérêt, c'est la diversification en fait. Quand on regarde les temps, les délais de production, ça fait 2 ans, 3 ans. Et entre-temps, elles doivent vivre. Elles ont des besoins qui se présentent. Alors la diversification leur permet donc d'avoir des revenus additionnels, leur permettant de vivre paisiblement leur vie en attendant la production de leur cacao et café. Pendant 2 jours, les 45 participantes, dont une trentaine du programme New Generation et une quinzaine du CICC, se sont abreuvées à la source de plusieurs modèles. Des femmes qui ont réussi à se frayer un chemin et dont les parcours et expériences vécues sont source de motivation dans le domaine de l'entrepreneuriat. J'ai demandé qu'ils développent déjà la compétence technique davantage dans leur métier, mais aussi le savoir-faire et le savoir-être. J'ai demandé qu'elles soient fiables. N'oublions pas, elles sont amenées à travailler en coopérative, de collaborer. C'est un secteur où il faut beaucoup innover. Elles ont écouté le parcours des aînés, des dames qui ont réussi et doivent s'inspirer de ce parcours pour pouvoir aussi frayer leur chemin. Ce n'est que sur la base de ces ingrédients qu'elles vont réussir à booster leur performance. Au bout du compte, un sentiment de satisfaction, aussi bien pour le CICC, initiateur de ce premier forum, que pour l'association Lady Agri, basée en Belgique, et partenaire de choix du Conseil interprofessionnel du cacao et du café dans la valorisation des compétences féminines. Depuis le début, on a eu des conversations avec le CICC à quel point c'est important d'investir dans les femmes. Parce que c'est là où on peut avoir l'impact maximal sur la famille, sur la communauté. On sait qu'elles sont très très soigneuses au niveau de leur production, les qualités. Il y a un vrai souci de détail avec les femmes. Avec l'association Lady Agri, nous avons rencontré encore là un partenaire qui nous permettra certainement d'être mieux connus, d'apporter des aides pour que ce programme New Generation Jeunes Femmes soit amené jusqu'à son terme et le plus longtemps possible. Le forum s'est achevé par la remise des attestations aux valeureuses femmes du programme New Generation. Elles sont désormais mieux outillées pour opérer une percée remarquable dans le domaine de l'entrepreneuriat. La deuxième partie de ce journal est en langue anglaise avec vous, Ino Senazé. Good day once again. Good day once more, Julien, and to our viewers, good afternoon. Thanks for joining me in this second segment of the newscast. So we begin straight away with news in the northwest region of the country, notably
in Bali, where the Presbyterian Church has been razed to ashes. That's a result of the armed conflicts between pro-independence fighters and equally the military, and everything in the church burned to ashes, equally the benches and all properties contained in the house of God were burned to ashes. And that was Sunday, the church service held with everyone, that's a congregation equally in attendance, and they were shocked after discovering days after how the church was razed to ashes, and no one could account for what actually happened. Here now is an excerpt of some officials of the Presbyterian Church. Take a listen to them. I standing here as the parish chairman. I'm so worried about what has happened in Bufung as one of my congregation in the parish, because I was today working for the congregation of Bufung to see that we can manage and put up another building for the congregation. But to my surprise, they came and told me this afternoon that the church house is burned down. So when I heard that, I rushed and came up. What I saw was not what I can say a word. So right now, I don't know where I and the parishioners we have to begin. Because if you begin something that you, after the go ahead, something is behind, then you get a shock like this. So it is. This way on Sunday. It's unbelievable. Yes. Oh my God. That chairman, please, can you just come closer? This is great. This is a great loss. My brother, I cannot tell. I don't know. I don't know what has happened. We were here on Sunday. We had good service. I had to be here today for our group, only to come and see the house ablaze. I cannot believe this fire came from astray. Because if anybody tells me that there was fire here yesterday, and this church is very conspicuous that people see it everywhere, I do not know. This is an evil plan. I cannot explain. I'm lost. We're here on Sunday. The congregation was full. Imagine we've lost everything that belongs to this church. I can't understand. It's above my imagination. I don't know what to say. This is unbelievable. It's a terrible situation. Studying the attack on the Presbyterian Church that's in Bali, in the northwest region of the country, and as a result of the ongoing armed conflict between separatists and the military, who are struggling to restore normalcy in the two English-speaking regions of the country. And now we talk about Maximilian Ngombe, that is Executive Director of the right group REDAC, who is calling on the head of state Paul Biya to declare a ceasefire in the two English-speaking regions of the country and equally release all detained Ambazonian leaders and equally Anglophone detainees, who are about 1,500 in detention facilities across the country, in order for peace to return in Anglophone Cameroon. Details with Immaculate Fogwe. Maximilian Ngombe, the Executive Director for the Network of Human Rights in Central Africa, during a press conference held in Douala, says the government of Cameroon keeps feeding the population with wrong facts as far as killings, burning of houses and destruction of properties are concerned. You remember the two women and two babies murdered at Mayot Sanaga in the far north. An investigation had been launched at 7 soldiers, including one captain, appeared before the military tribunal, but by 100 bolts since December 16. The military tribunal is, in its collegiality, decided to go behind closed doors, leaving us in total amazement. To Barrister Liscom, the recent communique released by the Ministry of Defense is not concrete, as they are trying to play the defensive role. To her,
What they need to do is to ask for forgiveness. En somme, dans le communiqué officiel du ministère, the official communique released by the Ministry of Defense acknowledges that persons were killed and that the army is responsible. But what they don't want to affirm is that it was an intentional act. We are tired of them always playing the defensive role. When children are being killed, what explanation can they really give? What we are waiting for is for them to ask for pardon, which I know they wouldn't. Ce qu'on attend, c'est un vrai pardon. Aplati, bavant, plat-vent. Je sais que nous ne l'aurons pas. According to Maximilian Gombe, the President of the Republic should declare a ceasefire in the Northwest and Southwest regions. We appeal to President Paul Biya urgently that the only path to success today is to show leadership by solemnly declaring a ceasefire in the Northwest and Southwest, freeing purely and simply Ayuk Tabe, his company, and the 1,500 languishing in jails for healthy and thoroughly including negotiation of the claims on the people of the Northwest and Southwest of Cameroon. The human rights defenders affirmed that if the government of Cameroon fails to carry out its duty, they will have no other choice than to use an independent commission so as to bring forth light with regards to the Garbu incident in the Dungamantum Division, Northwest region of Cameroon. The Ministry of Communication has on its part described as false allegations, claims from Cameroonians, international right groups, as well as international organizations and equally political actors and civil society actors. The military masterminded the massacre in Garbu, that was February 14th, 2020, to the Ministry of Communication. The alleged killing of 22 villagers, including 14 children, by the military in Garbu is fake. The ministry reiterated that the defense and security forces, are in the northwest and southwest regions to secure properties and equally protect lives. And Garbu, according to the ministry, has been under terror of separatists, and the military has been working professionally to take control and restore normalcy and peace in collaboration with the population of Ntubo. The communication ministry asked that during an operation of the military February 14, heavily armed separatists attacked the military violently. The forces, 6 in number, according to the Minister René Emmanuel Sadji, responded vigorously and professionally, neutralizing 7 assailants. Thus, during the clashes, a fire broke out in a fortified shelter that contained explosives and flammable materials stored by the armed rebels. This led to a blast, followed by tongues of fire that eventually spread and reached nearby dwellings, in line with figures published by the Defense Ministry. Minister René Emmanuel Sadji equally indicated that 5 persons died, 1 woman and 4 children. While extending condolences to families of victims, the Minister of Communication emphasized that the army is working tirelessly and without sparing any efforts to bring lasting peace and security in the 2 English-speaking regions of the country. The United Nations has maintained that 23 persons or civilians were killed in the attack in Garbu, February 14, Northwest region. While condemning this, the UN orders the government of Cameroon to conduct an independent, impartial and thorough investigation to the killings and bring perpetrators to justice. Here's an extract of Rupert Colville, the spokesman for the United Nations High Commission for Human Rights. Take a listen. The attack on the 14th of February on a village in Cameroon that left 23 people dead, the majority of them children, is a shocking episode in the ongoing crisis that's been afflicting the northwest and southwest regions, that's the Anglophone regions, for the past 3 years. Witnesses to the attack said that some 40 armed men
including members of the security and defense forces, attacked the village, which is in the department of Donga-Mantung in northwest Cameroon, opening fire on the people and burning down houses. According to information from UN colleagues on the ground, among the 23 people killed were 15 children, 9 of whom were under the age of 5. The victims also included 2 pregnant women, one of whom died of her injuries in hospital. We note that the Cameroon government announced yesterday, on 17th of February, that there would be an investigation into the killings and that the findings would be made public. So we urge the authorities to ensure that the investigation is independent, impartial and thorough, and that those responsible are held fully to account. And the Secretary General of the Commonwealth of Nations, Patricia Scotland, as on behalf of the organization, condemned the killings in Garbu February 14, and to her, the government of the organization is encouraging the government of Cameroon to engage in full investigation into the incident and equally to bring the perpetrators to book and to be held accountable, and for results to be made public, that the Commonwealth strongly condemns all forms of violence, and in particular the loss of lives of innocent civilians, including women and children who were involved in that attack. She equally said Cameroon is a noted member of the Human Rights Council, and as such, they remind them of General Comment 13 to the Convention on the Rights of the Child to freedom from all forms of violence, which is underscored by the understanding that no violence against children is justifiable. All violence against children is preventable. And she continued by saying that they will equally send a convoy, or they will convey, they will send a delegation to equally look deep into the situation in Garbu. And now 16 bishops across the world have equally written to the head of state, Paul Biya, regarding the persistent armed conflicts in the 2 English-speaking regions of the country, and they are calling on President Paul Biya to enable his government to embrace the Swiss-led mediation process so as to draft lasting solutions to the socio-political impasse. More with Majukan Gabriel. It is in response to the attack on the village of Ngambu and Tumbu in the northwest region of Cameroon that 16 bishops from across the world addressed an open letter to the President of the Republic, Paul Biya. The bishops in the letter stressed that they are not taking political sides in the disagreement, but are motivated about their concern for the suffering on the unarmed civilians and the stability and prosperity of Cameroon. The letter also notes that 2,000 people have died as a result of the conflicts. According to facts given by the letter on the attack in Du village, 22 people were killed, including 14 children and at least 1 pregnant woman, alongside houses that were burned down during the attack. The bishops in their letter stated no group is yet to claim responsibilities, while the bishops applauded previous efforts to negotiate a settlement held through the organization of the major dialogue that took place last year. The bishops are urging the Cameroon government to participate in the proposed Swiss-led peace talks aimed at ending the violence in Cameroon's northwest and southwest region. The letter was also copied to Pope Francis. And that's it for this 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Another edition is at 4 p.m. Vous faites bien de le mentionner, Innocent Nazé. Le prochain rendez-vous d'information, mesdames et messieurs, ce sera à 16h. Merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal.